François Bousquet, journaliste, essayiste, cofondateur de la Nouvelle Librairie et auteur de ce livre qu'il nous présente, Courage, manuel de guérilla culturelle. C'est publié par la Nouvelle Librairie. Alors François Bousquet, bonjour. Bonjour, André Au moins, vous vous assumez, vous êtes rédacteur en chef d'Éléments, vous êtes de droite, vous êtes une droite décomplexée, je crois que vous n'avez pas eu de problème là-dessus, et j'ai reçu votre livre, je l'ai lu, moi qui ne viens pas de la droite et qui ne me classe pas, j'ai trouvé votre livre tout à fait remarquable et à lire, parce que vous commencez par quelque chose de très important qu'on oublie, vous savez, c'est le courage. Vous dites l'analyse c'est très bien, le décryptage c'est très bien, comprendre le monde c'est très important, mais le courage, et vous dites où sont aujourd'hui les vertus, où sont aujourd'hui cette espèce de non-résignation ou de mollesse qu'il y a dans l'univers contemporain. Et je dois ajouter, parce que c'est important, un livre, vous savez, c'est écrit. Eh bien, c'est très bien écrit. Vous avez du style, vous frappez là où il faut frapper. Et j'ai trouvé que vraiment c'était... Alors, vous parlez de manuel de guérilla culturelle. Expliquez-nous, c'est quoi la guérilla culturelle ? En fait, il y a deux parties dans le livre. Il y a une partie sur le courage, la première, et une deuxième, la guérilla culturelle. C'est la stratégie, en fait, du combat culturel. Pourquoi parler de guérilla culturelle et non pas de guerre culturelle comme on en parlait naguère, il y a encore 20 à 30 ans ? Alors, je vais corriger ma question. Effectivement, commençons par le courage, parce que c'est ça le plus important. Vous trouvez qu'on en manque, que cette époque en manque de courage ? Oui, le courage a disparu. Il y a un paradoxe considérable du courage. C'est que moins il y a de risques, moins on en prend. Est-ce que le courage est indexé à la dangerosité de la vie ? Nos vies sont pas dangereuses. Alors peut-être que le fait que nous vivions aujourd'hui 80 ans et non plus 40 ou 50 ans, peut-être que la longévité a changé la donne. Peut-être que les congés payés, peut-être que le confort douillet qui est le nôtre a changé la donne. Mais je crois que plus largement, c'est la vision du monde de nos sociétés qui interdisent, qui rendent impossible le courage. Le courage est contre-productif. Si vous regardez l'anthropologie, pour parler savamment, c'est-à-dire la vision du monde qui est la nôtre, elle est libérale, elle est individualiste, elle est utilitariste, et elle n'a que faire du courage. Le courage est un geste suicidaire pour elle. Vous voulez dire que dans le triomphe du droit, le devoir n'a plus de droit de cité, pratiquement. L'homme de courage ne relève pas des droits de l'homme, il relève des devoirs de l'homme. Le courageux, c'est celui qui donne à la société. C'est celui qui n'est débiteur. Il est débiteur vis-à-vis de la société. Il veut rembourser quelque chose à la société. Qu'on lui a donné. Voilà, qu'on lui a donné. Les parents, l'histoire, la langue, c'est Dieu, enfin que sais-je. Et notre vision du monde aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. On est avec une créance, un droit de créance ouvert sur tout. J'ai droit à tout. J'ai droit à tout. Droit à l'enfant, droit au travail, droit au salaire, droit à ceci, cela. En même temps, c'est important aussi. C'est pas négligeable quand même. Mais sinon, qu'à un moment donné, il faut quand même passer à la caisse. Or, on ne passe pas à la caisse si on est avec une créance. Ça veut dire que notre vision du monde, elle repose sur le crédit. Ça veut dire qu'on s'endette sur le dos des générations passées, d'autres générations futures. On le voit en ce moment. On le voit. On vit sur une Charles Péguy, grand écrivain chrétien, parlait d'une métaphysique de la caisse d'épargne qu'il désolait au début du XXe siècle. Parce que les Français, leur bas de laine, ils grignotaient. C'est assez étriqué, disait-il, comme mentalité. Mais nous, c'est la métaphysique. C'est une métaphysique du crédit. On vit dans un grand rêve de crédit, d'une ligne de crédit qui est censée ne jamais s'arrêter. C'est tout à fait folle dingue. Et ce que vous dites, François Bousquet, en fait, on vit dans un espèce de confort assez ouaté quand même, il faut le dire. Et qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est ce que disait, vous en parlez, et j'étais très content que vous en parlez, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Nassim Nicolas Taleb, qui disait « jouer sa peau ». Vous pensez qu'il est important de ne pas oublier qu'il faut, à un moment donné, jouer sa peau ? Ah oui, Nicolas Nassim Taleb, qui est l'auteur du Cygne Noir, grand livre, personnage très curieux, un peu nietzschéen et puis très libertarien, libanais, je crois, donc ça vous dit quelque chose. Vivant aux États-Unis, et il a écrit un livre, Jouer sa peau, Skin the Game. Si vous jouez pas votre peau, si vous prenez pas de risque, vous donnez aucune chance de réussir. Et c'est un des problèmes, en particulier de la fonction publique. Si je parle de fonction publique, c'est qu'on parlait des cheminots, on ne parle que des cheminots et de la RATP. Si vous ne prenez pas de risque, vous vous étiolez, vous vous desséchez, vous mourrez à petit feu. Il y a une phrase du juge Falcone. Alors évidemment, on peut la retourner, cette phrase, puisqu'il en est mort, le juge Falcone. Mais Falcone disait... Il faut rappeler qui est le juge Falcone. Falcone, c'était l'opération main propre en Italie, qui s'est attaquée à la collusion du pouvoir, de la démocratie chrétienne, et collusion démocratie chrétienne et mafia. Il en est mort d'une bombe qui a fait exploser sa voiture. Et il disait, l'homme courageux meurt une fois par jour. Le lâche meurt plusieurs fois.
La formule est magnifique. Et c'est également celle du lieutenant-colonel Beltrame. Cette vision du monde, est une vision du monde qui a prévalu dans toutes les sociétés. Là, pour le coup, elle est universelle. C'est la modernité politique, qui l'a rendue impossible. Et pour répondre à votre première question, quitte à être un peu pompeux, mais je voudrais pas l'être surtout, c'est notre philosophie repose en économie, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'agent rationnel. Nous sommes censés être, vous et moi, des agents rationnels. C'est-à-dire que nous cherchons, dans toute chose, dans les conversations que nous menons ensemble, à gagner le plus d'argent, à gagner le plus de choses en prenant le moins de risques possible. Et c'est ça qui fonde la loi de la rentabilité. Et le courage, évidemment, postule exactement l'inverse. Oui, le courage est gratuit, presque. Le courage est quasi gratuit. Oui, bien sûr. Oui, mais alors justement, on va en parler, on va continuer d'en parler, François Bousquet, parce qu'il a le courage d'un côté et les moyens du courage de l'autre. On en parle. Une petite pause. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Auchan, et la vie change. Il y a des moments étonnants où vous rencontrez un bonhomme de neige qui parle. Maman, regarde, c'est Olaf. Et pendant les 100 jours étonnants Auchan, il y a des moments encore plus étonnants. Avec la Reine des Neiges et ses amis, grâce au billet un jour de parc à 51 € pour Disneyland Paris. Jusqu'au 18 décembre, vos magasins Auchan ayant un rayon billetterie et Auchan.fr proposent le billet spécial Disneyland Paris un jour de parc à 51 €. Auchan. Tarif unique, enfant ou adulte, pour une visite du 6 janvier au 7 février 2020. Conditions en magasin et sur Auchan.fr. Vendez votre voiture.fr. Vendez votre voiture.fr, la façon la plus simple de vendre sa voiture. Estimée en ligne gratuitement. Prenez rendez-vous en agence près de chez vous et vendez au meilleur prix. Rapide, facile et sans stress. Plus de 60 agences en France et forcément une dans les environs. Prenez rendez-vous maintenant sur www.vendezvotrevoiture.fr. Le plus de PAP, sans hésitation, que vous soyez des spécialistes de l'immobilier. On était convaincus qu'en passant par PAP, nous trouverions des acheteurs sérieux avec un vrai projet. Vous aussi avec PAP et son coaching IMO, vendez votre logement au bon prix et sans commission. PAP, partenaire de Réponse de Pro, chaque samedi de 9h30 à 10h sur Sud Radio. Cette année, ce sera carrément Noël. Grâce à notre plancha électrique extra longue pour seulement 19,78 €. Venez vite, action, petit prix, grand sourire. Bouygues Télécom. Dans la famille Sétier, de 7, ce qu'on aime à Noël, c'est danser au son de super playlists. Sauf que c'est compliqué quand des publicités s'incrustent entre les morceaux. Eh bien, famille Sétier, écoutez l'offre qui suit, vous allez danser non-stop. Partagez Noël en musique avec Bouygues Télécom. En ce moment, Spotify Premium sans publicité est offert pendant 6 mois, puis 9,99 € par mois pour toute souscription à un de nos forfaits Sensation 5 Go et plus ou une offre B-Box. Rendez-vous vite sur bouyguestelecom.fr. Engagement 24 mois, offre soumise à conditions et modalités du compte Spotify sur bouyguestelecom.fr. Avec Conforama, passez un Noël comme jamais. En ce moment, profitez du mois du blanc avant tout le monde. Et oui, on vous offre jusqu'à moins 50% sur tout le textile literie. Jusqu'à moins 50% dès maintenant. Conforama, jusqu'au 20 janvier. Ouverture exceptionnelle dimanche. Conditions sur conforama.fr. La grande récré. Exceptionnel! Jusqu'au 15 décembre, c'est moins 50% sur le deuxième jouet à Tmall, Play-Doh, les poupées Zap, Monopoly, Puissance 4, Dr Maboul et tous les jeux de société Hasbro. Oui, moins 50% sur le deuxième jouet. Et aussi sur les pulls Varta. La grande récré. Remise sur le moins cher. Voir modalité magasin participant sur lagranderécré.fr. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états, revient dans un instant. À tout de suite. Avec Carrefour, vous avez le pouvoir de payer moins cher. 60 ans déjà qu'on passe Noël ensemble. Ouais, je vais encore m'embrouiller avec ma soeur pour le parfum de la bûche. Mais non, chez Carrefour, il y a 68% de remise sur la deuxième bûche glacée. Du coup, chacun son parfum. Alors là, je dis oui, et je dis pas souvent oui. Dès demain et jusqu'à samedi, dans tous vos magasins Carrefour et leur drive, profitez de 68% de remise immédiate sur la deuxième bûche glacée de Nestlé, soit 3,63 € la bûche. Carrefour, on a tous droit au meilleur. 3 chocolats ou délices de fruits rouges au rayon surgelé. Détails produits magasins participants et ouvert dimanche sur carrefour.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Chez Nocibé, il n'y a pas de petits cadeaux, il n'y a que de grandes surprises. Alors pour combler tout ce que vous aimez, rendez-vous vite chez Nocibé. Jusqu'à ce vendredi, profitez de moins 25%. Oui, moins 25% sur tous les coffrets. Nocibé, la beauté libérée. Et click and collect, c'est en 1 heure seulement sur nocibé.fr. Conditions et liste des magasins participants sur nocibé.fr. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Oui, je suis toujours avec François Bousquet, journaliste, essayiste, cofondateur de la nouvelle librairie à Paris. On va parler d'ailleurs, c'est très bien toujours d'ouvrir une librairie, et auteur d'un livre très intéressant, je dirais, Courage, manuel de guérilla culturelle, vraiment à lire, parce que ça trace des pistes, et justement ça sort des sentiers battus, et surtout, j'aime bien, je déteste parler anglais ici, vous le savez, mais il think out of the box, ça veut dire il pense en dehors de la boîte, et c'est très important de penser en dehors de la boîte. Revenons
à des exemples, par exemple, François Bousquet, est-ce que c'est cette histoire de manque de courage, est-ce que c'est parce que on nous a tous mis un peu dans les langes, est-ce que c'est des générations d'assistés, bon c'est bien l'assistanat, mais jusqu'à un certain point, est-ce que c'est ça qui nous a désarmés au vrai sens du terme? On est désarmé, parce qu'on est materné, on l'est depuis un demi-siècle, sinon plus. Peut-être que ça s'est produit au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. En tout cas, dans les années qui ont suivi, les 30 Glorieuses, la société de consommation, d'abondance, tout cela fait que le prix de la vie a changé de nature, puisqu'on attachait beaucoup plus de prix à la vie, et pour cause, elle était confortable. Mais je pense qu'il faut aller au-delà. On s'est installé dans des formes de prudence, dans des formes de discrétion, d'invisibilité. Moi, je crois que c'est pas la bonne stratégie. Je crois qu'au contraire, il faut s'afficher, il faut afficher ses idées. Il ne s'agit pas de les jeter au visage de la personne avec qui on parle. Je trouve que la stratégie adoptée par les homosexuels, qui est vieille de 150 ans, elle n'est pas vieille de 30 ans. C'est-à-dire expliquer la stratégie du coming out, c'est-à-dire sortir des toilettes. Dire ce qu'on est. Dire ce qu'on est. Voilà. Ouais, les homosexuels ont mis ça alors qu'ils vivaient en France, qui était un des pays les plus tolérants pour l'homosexualité, mais qui vivait malgré tout dans une forme de semi-clandestinité, de ghettoisation, ce dont souffrent aujourd'hui les droites radicales, entre autres, les droites identitaires, la ghettoisation, ont fait le choix, il y a 50 ans, il y a 40 ans, il y a 30 ans, de sortir des toilettes, de s'afficher. Et en s'affichant, ils ont pris des risques. Il ne faut pas s'imaginer que ça a été d'un grand confort. Ils se sont aliénés leur famille, souvent leur père, souvent leur mère, leurs frères et leurs sœurs. Mais ils ont privilégié une forme d'identité qui n'a pas sa place en plus dans l'espace public, c'est une identité sexuelle. Ça, c'était du courage. Mais c'était du courage, évidemment. Il suffit de lire Pasolini pour voir les grands auteurs homosexuels, pour voir à quel point ils ont été courageux pour défier. Oscar Wilde, etc. Accueilli en France, cela étant, parce que le régime était beaucoup plus tolérant. Mais c'est Proust en France. Mais donc il y a une prise de risque. Et cette prise de risque, on revient à Nicolas Nassib Taleb, elle rapporte. C'est que ce pari-là, le pari du risque, est un pari sur lequel nous pouvons capitaliser. Alors évidemment, ils ont perdu certaines choses, mais qu'est-ce qu'ils ont gagné en échange? Ils ont gagné un statut, ils ont regagné une reconnaissance sociale, à tel point que ça s'est renversé. On est passé de la condamnation de l'homosexualité, en tout cas dans des formes euphémisées, à la condamnation de l'homophobie. Donc ça veut dire qu'il y a un renversement de l'interdit qui s'est produit. Le balancier qui va de l'autre côté. Voilà. Justement, ce que vous dites, effectivement, par rapport à l'homophobie et autres... est-ce qu'il n'y a pas aussi, alors justement, vous expliquez par le même balancier ou pas, cette espèce de régression de la liberté d'expression, où on ne peut plus, on le dit du matin au soir, mais c'est vraiment on ne peut plus rien dire par rapport à ce que disaient Coluche, Desproges, Harakiri, Charlie Hebdo, et puis les feuilles anarchistes, même du début du siècle. Enfin, je veux dire, le père Fouettard, etc. Enfin, tous ces trucs formidables. Le père Duchesne, l'assiette au beurre, Laurent Taillade, Zodaxa, etc. Enfin, qu'on ne connaît plus maintenant. Vous maîtrisez bien vos fondamentaux d'homme d'anciennement de gauche. Oui. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que moi, c'est pas une question de gauche et de droite, c'est une question de pensée libre, et non pas de libre pensée, parce que ça a été capitalisé. C'est autre chose. Mais qu'est-ce qui fait, pour vous, qu'il y a eu, comme ça, en quelques décennies, cette espèce de régression de la liberté d'expression que nous, à Sud Radio, on essaye à toute force de protéger. Mais vous êtes globalement une exception, Sud Radio. Alors, il y a quelques émissions, il y a Sud Radio et quelques émissions dans le paysage, l'univers du PAF, des médias centraux. Ils sont de moins en moins nombreux. Je crois qu'on retombe mécaniquement sur la question du courage. Les courageux se sont tus, les courageux ont laissé faire, les courageux ont laissé parler. Les dindes. Je trouve que la situation, quand vous évoquez cette chose surréaliste sur le Judas, moi, la situation aujourd'hui me fait penser à la révolution culturelle en Chine, aux morts près. Parce qu'il n'y a pas les morts. Il n'y a pas les morts. Mais on atteint le même délire surréaliste. Un mot fait qu'on ne peut plus dire. Rappelez-vous Mao voulait attaquer les 4 grandes vieilleries. Et il s'est mis à détruire les temples confucéens. Ça a été un massacre, du reste. On a détruit l'ancienne religion chinoise. Mais surtout, ce qui est frappant, et beaucoup d'Asiatiques le disent, c'est qu'on était au cœur de la pièce de Alfred Jarry. Au cœur du Bureauat. Ça dépassait le cadre du surréalisme, c'était ubuesque. Votre professeur, un mandarin, on le giflait dans la rue. On gifle aujourd'hui des professeurs sur les campus américains. Pour des détails, mais infinitésimaux. Alors, je crois il faut surtout pas reculer sur cette question du courage. Il faut au contraire aller au-devant de ces gens-là, les attaquer, les renvoyer à leur néant, les renvoyer à leur insignifiance, les renvoyer à leur hystérie.
c'est qu'on n'a plus affaire à Torquemada, c'est des Torquemadettes. Hein. Oui. Elisabeth Lévy parlait un jour de Robespierrette. Hein. Oui. On est confronté à des Robespierrettes, hein. À des Vichinski qui sortent de... Ou des tartuffettes. Ou des tartuffettes, voilà, des aussi, tartuffettes. Et non pas des tartiflettes. mais pour revenir à ça, est-ce que ce n'est pas aussi quelque chose, justement, est-ce que nous ne cédons pas à cette espèce de passivité, parce qu'il y a aussi, vous dites le contraire du courage, c'est la lâcheté, mais il y a aussi cette passivité de dire de toute façon, moi c'est ça qui me frappe chez beaucoup de gens, on ne peut rien faire, de toute façon, c'est comme ça, on ne peut rien faire. C'est comme ça, on ne peut rien faire est absolument castrateur. Il nous tue, il nous plonge dans des formes de léthargie, au fond de mort historique, puisque la fin de l'histoire c'est ça, on a renoncé à la faire. Moi comme vous, je suis entouré de gens qui me disent tout est foutu. Mais à la fin, maintenant, je finis par leur dire, mais si vous dites que tout est foutu, c'est parce que vous voulez rien foutre. Faites quelque chose, engagez-vous, ça n'est pas perdu. Même quand bien même ça le serait, c'est pas grave. Allez au combat. Et quand je dis aller au combat, c'est que je demande pas aux gens. Je suis loin, je suis pas Achille, je suis pas un super héros. Je me contente de tenir une librairie qui est attaquée régulièrement par des antifas qui nous cassent la vitrine. Il n'y a pas péril de mort. Vous avez été attaqué plusieurs fois. Plusieurs fois. Là, il y a encore. Votre librairie, je le dis, est à Paris, rue de Médicis, dans le 6e arrondissement, en face de la fontaine la fontaine Médicis du Jardin de Luxembourg. Je veux dire par là que nous, en tant que libraires, nous sommes attaqués, physiquement attaqués, mais nous ne sommes pas en péril de mort. Je ne vais pas être ruralisé en Mandchourie intérieure, je ne vais pas être déporté au fin fond du goulag. Hein. C'est-à-dire que les risques sont marginaux. Il y a des risques, mais ils sont marginaux. Mais il ne s'agit même pas de prendre ce risque-là, il s'agit, dans la réunion de famille, de dire pour qui on vote en toute liberté. Il s'agit de dire le matin à la pause café pour qui je vote. Et je pense évidemment au RN, au Rassemblement National. Je veux dire par là, c'est que j'en viens à faire la blague suivante. C'est la formule de Yuri Gagarin. Le Dieu n'existe pas, je ne l'ai jamais rencontré. Moi, comme journaliste, je n'ai jamais rencontré publiquement d'électeurs du Front National. Donc un électeur du Front National, c'est une légende urbaine. Je peux en rencontrer sur un plateau. Pourtant, je peux en rencontrer ils sont 11 millions à avoir voté pour Marine Le Pen au second tour. Mais ils n'ont pas le droit de citer. Parce qu'ils ont intériorisé... Alors, on relève la question du courage. Ils ont intériorisé la stratégie de leur adversaire. Et quelle est la stratégie de leur adversaire ? C'est les invisibiliser. C'est en faire des fantômes sociaux. C'est en faire des fantômes politiques qui réapparaissent tous les 5 ans pour déposer dans l'urne un bulletin. Mais François Bousquet, on est allé beaucoup plus loin que le RN. On a invisibilisé une partie de la société française qui s'est révélée à travers les Gilets jaunes. On ne connaît pas. Il y avait toute la France périphérique, chère à Christophe Guilluy, où on a vu qu'effectivement, ceux-là, ils n'existent pas. Ils sont là, on les nourrit, mais... Ils ne rentrent pas dans les quotas ethniques, ils ne rentrent pas dans les critères de la discrimination. Ils sont pointés par le CSA, cela étant dit, au titre des ouvriers. Bon ? Oui, le CSA fait des relevés absolument soviétiformes. Là encore, toujours surréalistes. Le CSA compte non pas les noirs, les blancs, les ouvriers. Leur formule est les 10 blancs. Ils n'osent pas prononcer ou quelque chose dans le genre. Et on compte également les ouvriers. Pour autant, il n'y a pas de quota d'ouvriers dans Plus belle la vie. Il n'y a pas de quota d'ouvriers dans les émissions. Si il y en avait, on le saurait, on les verrait. Et le paradoxe de cette France périphérique qui est terrible, je trouve, c'est que c'est les gens qui consomment Plus belle la vie, qui regardent Plus belle la vie, n'apparaissent pas dans Plus belle la vie. Ils ne sont pas assez sexy, ils sont pas assez bankable, ils sont pas assez, je parle anglais, pardonnez-moi. Et oui, cette France a été complètement invisibilisée. Je suis venu en voiture, puisque vivant dans la France périphérique, et il y a mon gilet jaune, je suis pas calicot de la CGT, je suis gilet jaune, il y a le gilet jaune dans la voiture, toujours, en espérant que cette France se réveille. Se réveille, oui, absolument. Et justement, comme modèle de courage, etc., vous citez beaucoup de monde, vous citez Homère, commencez par l'Iliade et l'Odyssée, c'est vrai, ce sont les textes fondamentaux, aussi importants que la Bible, l'Évangile, le Coran, tout ça. Nos deux traditions, Athènes et Jérusalem. Et Athènes, on l'oublie parce qu'Homère nous apprend cette chose qui est centrale. Beaucoup de jeunes gens l'ignorent parce qu'ils font de la musculation, ils font du sport. Ils ignorent que chez Homère, le courage est indivisible. C'est un bloc indivisible. Il y a un courage physique qui est indispensable. Mais à côté, il y a un courage civique. Le courage, il ne s'agit pas de faire... Un cheval moral et civique. Voilà, moral civique. Il ne s'agit pas de savoir se battre ou de j'en sais rien, de soulever de la fonte et ne pas oser dire pour qui on vote au bureau de travail.
Non, oui, faut peut-être avoir au moins ce courage-là, quoi, etc. Et puis vous parlez évidemment de Solzhenitsyn. Ah oui, alors Solzhenitsyn... Se menhir, au vrai sens du terme. Ouais. Et Solzhenitsyn, il est précieux pour nous parce qu'il nous enseigne cette chose fondamentale, je trouve, vraiment fondamentale, qui est pour moi bouleversante, hein, quand je l'ai découverte il y a 30 ans. C'est que le courage est un choix individuel. Hein. Le courage est quelque chose de très modeste. Hein. Dire, ouais. C'est très très modeste. Chacun peut avoir à notre niveau, il suffit de ne pas vivre dans le mensonge. Hein. Nos vies sont dominées par le mensonge, on n'y participe pas fondamentalement, mais on en est complice par notre silence. Hein. Il suffit de sortir de ce silence, mais sans brutalité, sans héroïsme. Il ne s'agit pas d'être tapageur. Hein. Rappelez-vous la phrase d'Einstein immortel que je cite pas à peu près, et dit le pire, ce n'est pas ceux qui font le mal, le pire, ce sont ceux qui laissent faire. Voilà, on laisse faire. Non, précisément. Et Solzhenitsyn est un grand auteur orthodoxe, et dans la Bible, hein, dans le Nouveau Testament, il y a le vadere trome, c'est une formule que je dois traduire, mais que nos grands-parents et nos parents connaissaient, c'est va-t'en de moi, arrière de moi. Alors évidemment, dans la Bible, c'est arrière mensonge, hein, mais c'est Solzhenitsyn, c'est vadere trome, mensonge, vadere trome, arrière de moi, arrière le mensonge, imposture, arrière de moi, tromperie. Ne mentez pas, commencez par ne pas mentir. Voilà. Et c'est le début de la libération. C'est ce qu'il dit, c'est le début de la libération. C'est une démarche absolument individuelle qui est lourde d'engagement, mais qui ne nous condamne pas à la mort sociale. Hein. Dans le pire du pire des cas, on peut perdre son travail, hein, ce qui est problématique, hein, mais pas sa vie. Donc du calme les gars. François Bousquet, restez avec nous, nous allons entendre les auditeurs de Sud Radio et on continue. Et je rappelle François Bousquet que vous êtes l'auteur de ce livre Courage, manuel de guérilla culturelle. C'est publié aux éditions La Nouvelle Librairie. Les amis, vous avez entendu l'ami André Berkoff. 0826 300 300. On répétera inlassablement ce numéro. Vous nous appelez, vous réagissez à tous les propos, toutes les idées qui ont pu être soulevées au cours de cette émission. On se retrouvera juste après les informations. À tout de suite. Eh bien non, les carottes ne sont pas cuites, dit aussi François Bousquet dans son livre Le manuel de guérilla culturelle. Si on a un peu de courage, et nous attendons les auditeurs de Sud Radio qui, je sais, en ont eux. Et je rappelle que ce livre est publié aux éditions La Nouvelle Librairie, cofondée d'ailleurs par François Bousquet, notre invité. On accueille Yann au 0826 300 300. Bonjour à vous Yann. Bonjour Yann. Bonjour. Oui. Bonjour. Alors, que dire ? Moi, je suis paysan en Ariège. Ouais. Voilà, c'est depuis quelques années en bio, élevage bovin viande. Ouais. Et en fait, je vois que hier, dans ce qu'a dit Édouard Philippe sur l'actualité de la retraite, en fait, il n'a pas parlé des paysans. Or, le cas des paysans, alors moi, je dois vous avouer que je me bats là, pas pour moi, puisque je rêve, comme mon prédécesseur sur mes terres, mourir au travail. Ouais. Parce que j'aime mon travail, mais ça c'est une question personnelle. Mais effectivement, la réforme des retraites, qu'est-ce qu'elle va entraîner pour les paysans ? Une hausse de la cotisation retraite de 21 à 28% sur les cotisations MSA qui, elles, ne sont pas calculées sur le revenu des paysans, mais sur ce que la MSA calcule, c'est-à-dire en fait en fonction des terres et de votre exploitation et du chiffre d'affaires, vos cotisations sont calculées là-dessus et pas sur le revenu réel. Donc ça veut dire qu'en fait, on va payer plus cher sur un revenu qu'on ne touche pas. Alors attendez Yann, moi j'ai entendu, alors vous allez me corriger moi si j'ai mal entendu, on disait que de toute façon, il n'y aura plus jamais, et on parlait des agriculteurs à ce propos, il n'y aura jamais moins de 1 000 € net par mois, que justement le revenu minimum en tout cas sera de 1 000 € net par mois, et sera en fonction du SMIC, ce ne sera jamais moins que 85% du SMIC. Or, qu'il y avait beaucoup d'agriculteurs qui ne touchaient même pas cette somme, on disait que c'était un progrès. Alors oui, mais ça a été voté en 2003 déjà, et ça a été repoussé. Ouais. La réalité est là. Mais si c'est adopté, est-ce que c'est bien ou pas, à votre avis ? Alors je ne crois pas que ça puisse être adopté en l'état, mais bon après peut-être que que la FNSEA par sa manifestation d'il y a 10 jours a fait des miracles, ce qui m'étonnerait. Terriblement. Non, aujourd'hui, le gouvernement n'en a pas parlé, mais après les 1 000 €, il a dit c'est pour ceux qui auraient fait toutes leurs annuités. Oui. Donc ça veut dire que celui qui a eu un problème ou quoi que ce soit, quid. Alors je pense à ça, la semaine dernière, il y a un paysan qui était là à la manifestation et qui disait j'ai fait que 32 ans de paysan. Il a fait d'autres boulots avant ou après. Et il dit et j'ai 269 € par mois de retraite. D'accord, 269 €. Et moi aujourd'hui, si vous voulez, cette réforme, alors c'est marrant parce que la première fois que je suis sorti manifester, c'était pour les réformes des retraites de Sarkozy, que je trouvais très injuste aussi. D'accord, oui, ça continue. Mais donc,
Voilà, mais aujourd'hui, je me pose une grosse question parce que l'âge qu'ils ont mis de 64 ans, moi, à la limite, ça me pose pas de question. C'est juste que aujourd'hui, une personne, plus elle est âgée dans l'entreprise, plus elle coûte cher à l'entreprise. On est bien d'accord. Et donc, plus sa retraite sera potentiellement élevée. Mais si on laisse travailler des personnes au-delà d'un certain âge, c'est que en fait, on les remplace pas. Ça veut dire, au bas mot, déjà, on crée pas. Aujourd'hui, il n'y a pas trop de création d'emplois, mais ça veut dire en plus, on met pas des jeunes pour remplacer des vieux qui sont à l'âge de partir. Donc, je trouve ça un peu aberrant. Mais ensuite, la grande question, c'est de dire aujourd'hui, effectivement, avec le scandale de Delevoye qui travaille pour les assurances, etc., enfin, il va rembourser. Ouais, mais à la limite, je m'en fiche, mais ça veut dire, en fait, il a servi ses copains, même s'il rembourse ses 140 000 €, vous inquiétez pas, qu'il y aura des gens pour lui rendre. Vous savez, c'était les copains d'abord. Non, je rigole, Brassens. Ouais. Non, mais je comprends ce que vous voulez dire. Ouais. La grande question là-dedans, c'est dire, si les gouvernements successifs ne veulent pas de manif, très bien, mais commencez par montrer l'exemple. Commencez par toucher vos propres régimes par toucher à vos propres régimes de retraite. Très spéciaux. On est bien d'accord. Merci Yann. En tout cas, merci de votre analyse. Merci Yann. Tout de suite, on trouve Pierre au 0826 300 300. Bonjour Pierre. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Et merci de me prendre en ligne. Écoutez, je vais rejoindre ce qui vient d'être dit par votre précédent auditeur. On a appris aujourd'hui donc que M. Delevoye avait cumulé, et apparemment c'est anticonstitutionnel. Oui, c'est anticonstitutionnel. Voilà, donc ça, si vous voulez, ça mérite une démission immédiate. Mais moi, en tant que ancien salarié, ancien chef d'entreprise, ce qui m'intéresse, c'est que M. Delevoye a commencé par être chef d'entreprise, très bien, et puis il a exercé un certain nombre de fonctions publiques. Donc je lis sa fiche Wikipédia, conseiller général du... conseiller économique, président du Conseil économique et social, beaucoup de choses. Député, président des maires de France, sénateur, ministre de la fonction publique, médiateur aussi, et enfin président du Conseil économique et social. Donc je pense que dans sa situation actuellement, il serait bon quand même qu'on connaisse exactement le montant de ses retraites cumulées en cours. Et ça peut-être éclairerait un peu les Français qui se battent pour des centaines d'euros de retraite de plus par mois, et voir si les retraites cumulées à combien s'élèvent les retraites cumulées de monsieur Delevoye. Oui, non, mais ça, sur les régimes spéciaux des grands de ce monde, même si c'est pas ça qui va changer la donne, effectivement, vous avez tout à fait raison, il faudrait qu'il donne l'exemple. En tout cas, a priori, la réforme a prévu à ce que tout le monde soit dans le même régime. Je ne sais pas du tout ce que ça donnera. En tout cas, comme montant, on verra bien. On accueille un autre Pierre. On remercie le premier Pierre. On accueille un autre Pierre au 0826 300 300. Pierre qui nous appelle de Toulouse. Bonjour à vous, Pierre. Oui, bonjour. Bonjour. Je trouve votre invité extrêmement intéressant sur le courage, car en effet, et je vais prendre un exemple concret, j'ai écouté hier un cheminot, donc chauffeur de TGV, qui expliquait qu'il avait choisi ce métier parce il pouvait prendre la retraite à 50 ans et qu'aujourd'hui, justement, en revenant là-dessus, on ne respectait pas le contrat qu'il avait choisi. Or, me semble-t-il, lorsqu'on choisit un métier, on ne le choisit pas pour le départ de la retraite, mais pour le métier réellement que l'on choisit. Or là, on voit bien que, du coup, cette société dérive essentiellement sur les acquis, sur les droits, et non plus sur les devoirs que l'on devrait avoir. Et c'est pour ça que, lorsque votre invité expliquait que derrière, les gens n'ont plus de droits, n'ont plus de devoirs, je crois qu'au contraire, la vie vous apprend à terme, pour ceux justement qui s'imaginent n'avoir que des droits, que des fois on se retrouve dans des situations très difficiles, et je remarque que la plupart de tous ces gens qui pensent n'avoir que des droits se retrouvent confrontés des fois à des situations très difficiles, mais ce que j'appellerais la justice immanente, la justice de la vie, vous voyez. Et c'est ce qui me fait croire que derrière on peut avoir espoir que cette société change tôt ou tard, puisque là en l'occurrence, si ces grévistes ne veulent pas comprendre qu'il faut réformer pour mieux partager la retraite des gens qui n'ont pas assez d'argent, mais tôt ou tard, ils verront qu'ils se retrouveront peut-être face à des gens qui vont les détester. Alors Pierre, c'est intéressant. François Bousquet, qu'est-ce que vous répondez à Pierre? Moi, j'adhère à 100% à ce que vous dites, puisque si la société ne fait pas jouer les mécanismes de solidarité, elle ne les fait pas jouer, là, très précisément, puisqu'il y a 200 à 300 000 Français qui bénéficient d'un régime d'extraterritorialité, d'extra-imposabilité. Le terme n'existe pas, pardonnez-moi. Donc, si on veut que la société, refaire société, il faut très précisément la remettre à plat. Dans toutes les vertus, le courage est la vertu centrale, me semble-t-il, puisqu'elle commande toutes les autres vertus. Mais il y a aussi la justice. Et c'est la justice qu'on oublie avec les régimes spéciaux. Oui. Pierre, vous êtes d'accord ?
tout à fait. Mais la justice, le problème, c'est qu'il faut qu'elle reste indépendante quand même, et que, bien sûr, c'est un autre problème, elle est très liée, malheureusement, à l'État tel qu'il existe, c'est-à-dire au pouvoir, et on ne sera jamais suffisamment averti pour justement renforcer cette indépendance, sachant qu'on passe notre temps à essayer de réformer cette justice, mais c'est toujours derrière l'État qui essaye de réformer sans laisser l'indépendance des gens qui devraient réformer la justice, et en l'occurrence les juges et les procureurs, et éventuellement, puisqu'on sait très bien que malheureusement les procureurs sont trop liés à mon sens au gouvernement successif qui malheureusement font la pluie et le beau temps. Merci Pierre, merci. En tout cas, effectivement, nous allons suivre tout cela, et effectivement, il serait temps d'amener un peu de courage et un peu de justice, et même beaucoup, dans le paysage. Il y en a, mais il n'y en a peut-être pas assez, et là où il n'y a pas, là où il faut, quelquefois. Merci à vous Pierre. Tout de suite, on trouve Sylvie au 0826 300 300. Bonjour à vous Sylvie. Oui, bonjour Sylvie. Oui. Bonjour. Alors, moi, je voulais intervenir par rapport aux retraites. Oui. Ce projet-là de réforme qui me fait peur. Ah bon, pourquoi? Parce que je suis maman de 3 enfants. Donc j'ai pris, pour la première, j'ai dû prendre le congé maternité plus 2 mois, ma deuxième 1 an. Et puis mon dernier est arrivé, il a aujourd'hui 10 ans, et il est polyhandicapé. Voilà. Donc depuis 10 ans maintenant, j'ai arrêté de travailler. Je suis maman solo, hein, je vis seule. Et je m'occupe à 100% de mon pitou. Bon. Et je me dis aujourd'hui, bon, moi je l'ai eu très tard, hein, mon petit. Aujourd'hui j'ai 56 ans. Dans 10 ans j'aurai 66 ans. Dans 10 ans, lui il aura 20 ans. Et donc il va passer en autonomie, on va dire, d'allocation, si l'allocation adulte handicapé existe encore. Bah, espérons quand même qu'elle existe. Enfin, je ne sais pas, je ne sais pas. J'avoue que maintenant, je me décide. Bon, et donc si l'allocation adulte handicapé existe encore dans 10 ans, donc lui aura son autonomie financière. Par contre, moi, j'aurai plus rien du tout. Voilà, j'aurai pas de droit à la retraite puisque tout ce temps que j'ai passé à m'occuper de mon fils. Ah oui, c'est ça. Vous dire que depuis 10 ans, on pense que vous ne travaillez pas. C'est ça. Et voilà. Voilà. Alors, on ne s'imagine absolument pas. Alors, je parle au nom de beaucoup de parents d'enfants handicapés. Moi, je dis que je travaille chez les invisibles, parce qu'en fait, nous sommes toute une tranche de population où nous sommes complètement inconnus. Alors, quand on parle d'handicap, les gens dans le collectif, on voit une personne en fauteuil, on voit un adulte, on voit une personne âgée, mais on n'imagine pas le nombre de parents d'enfants handicapés, lourdement handicapés, ce qui est mon cas. Vous avez tout à fait raison de rappeler ça. Ils sont complètement oubliés. Et moi, je dis, on est des invisibles. Et donc, j'ai travaillé, j'étais 15 ans secrétaire. Mais bon, ces 15 malheureuses années-là ne vont pas, même si j'étais bien payée à l'époque, et heureusement, mais ça ne va pas me faire une retraite qui me permettra de vivre. Donc, dans 10 ans, j'envisage un avenir qui n'est pas très rose. Hein. J'envisage le fait que moi, physiquement, je ne pourrais plus le soulever. Parce qu'il faut s'imaginer qu'un enfant qui n'a aucune autonomie, je suis obligée de le soulever tout le temps. Enfin, ça, c'est pas mon lot quotidien, c'est le lot de tous les parents dans mon cas. Et moi, même dans 4-5 ans, je serai complètement cuite. Au niveau du dos, je pourrai plus. Ça va être très dur. Vous avez totalement raison. C'est un vrai problème. Écoutez, vraiment, la moindre des choses. Les mots ne remplacent rien, mais j'espère que les princes qui nous gouvernent et qui nous gouverneront se pencheront là-dessus et considéreront, et vous avez tout à fait raison, c'est le sens, que des parents qui s'occupent d'un enfant handicapé, et c'est un travail à plein temps, et évidemment, ça doit rentrer dans le calcul de la retraite, c'est le moins que l'on puisse dire. Merci en tout cas pour votre témoignage. Et on vous remercie Sylvie, on vous embrasse très fort d'ailleurs sur Sud Radio. Merci à vous également François Bousquet d'être intervenu sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre Courage, manuel de guérilla culturelle, édition La Nouvelle Librairie. Dans quelques instants, place à Jacques Pessis pour les clés d'une vie, qui recevra son invité Louana Belmondo. À demain André Berkoff. À demain. Avec une année et un jour de plus, le temps passe si vite. Encore joyeux anniversaire. Merci.